Bonjour. Hey. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée de vous retrouver. Moi aussi, très enchanté. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va aborder un sujet hautement important. C'est ça, c'est toujours dans les enjeux relationnels. C'est un jeu psychologique qui peut s'établir dans les relations, surtout dans la communication, et qui va plutôt interférer dans la communication et dans la relation plutôt que l'aider. Exactement. C'est ça. Alors ce jeu psychologique, peut-être que vous le connaissez, ça s'appelle le triangle de Karpman. C'est un peu comme un triangle des Bermudes. C'est ça. Ouais, Voilà. c'est un truc qu'on se perd. Ouais, parce que quand on rentre dedans, on se perd. C'est ça. Ma très chère collaboratrice va vous présenter rapidement qui est Karpman et quel est son triangle. Allez, pression. Mais ça se fera après. Ah, après. Non, je le ferai en truc supplémentaire. À part. De ton côté. Oui. Ok. Je le rajouterai dans la vidéo Ok. pour faire un petit truc. Ok, tu veux jouer un pas le peu faire plus. avec moi. Non, ça n'a rien à voir du tout. Ouais, j'ai bien compris. Voilà. Faire cette vidéo qui pourrait paraître très simple et pourtant qui me prend des heures. Pourquoi? Je crois que nous n'aurons pas d'explication. Quoi qu'il en soit, vous devez sûrement vous demander mais qui est Karpman? Eh bien, je vais y répondre. Peut-être que vous ne vous posez même pas la question, mais du coup, je vais y répondre quand même. Alors, Karpman. Alors, ce n'est pas Cartman, ce fameux humoriste et animateur radio français. Ce n'est pas non plus ce personnage de fiction mondialement connu, Cartman, dans South Park. Alors non, on ne parle pas de ce fameux personnage-là. Non, le Karpman qui nous intéresse, c'est Stephen Karpman, qui est un célèbre psychiatre américain, né en 1933, qui a révolutionné le monde de la psychologie et de l'analyse transactionnelle avec son fameux triangle dramatique relationnel développé en 1968 et qui élabore une sorte de schéma de fonctionnement des relations. Alors pour vous expliquer, vous placez un peu le décor, donc c'est un triangle, hein, comme le triangle des Bermudes, d'ailleurs ça ressemble beaucoup au triangle des Bermudes quand on y réfléchit, dans lequel il va y avoir 3 personnages principaux qu'on va incarner à tour de rôle. On pourrait se dire, ouais, ça a l'air d'être une pièce de théâtre vachement cool, un peu sombre mais vachement cool. Eh bien, c'est une pièce de théâtre à ciel ouvert qu'on va jouer tous les jours. Dans les 3 personnages, il y a le sauveur. Alors, être un sauveur, c'est pas quelque chose qui nous dérange, en général, c'est quelque chose qu'on aime bien, surtout si on n'a pas besoin de mettre une culotte par-dessus notre collant. Il y a ensuite la victime. Alors, ça fait un peu moins rêver, mais c'est comme dans toute histoire, il faut bien qu'il y ait une victime, sinon ça n'a pas d'intérêt. Un peu comme dans un Cluedo. Où est l'énigme s'il n'y a pas de victime? Il faut aussi qu'il y ait un personnage important, un méchant dans l'histoire, le bourreau. Et si je vous disais qu'ils sont tous des tueurs? Oui, parce qu'en fait, c'est un triangle dans lequel on va se retrouver enfermé malgré nous, volontairement ou involontairement, si, ça peut être très très volontaire, dans notre rapport, dans nos relations avec les autres. C'est un jeu de rôle qui s'incarne tous les jours, auquel on participe sans même connaître les règles. Peut-être que cette vidéo est là pour vous expliquer les règles. Mais si je peux vous schématiser un peu ce fameux triangle de Karpman, imaginez le jeu des chaises musicales. Alors quand on pense à jeu, on repense à des journées en famille où on a joué à ça et tout le monde se casse la gueule et éclate de rire et s'amuse et profite. Sauf que si on remplace les chaises par des chaises électriques et la musique par une musique d'enterrement, tout de suite ça donne beaucoup moins envie de jouer. Sauf si on s'appelle mercredi ou qu'on a un lien de parenté avec la famille Adams. D'ailleurs, chose importante à savoir, une personne qui va être enfermée dans ce triangle très longtemps, et ça peut durer toute une vie, un peu comme une séquestration finalement, eh bien, va développer des troubles psychiatriques. Voilà. Je crois que dans ces conditions, on a encore moins envie de jouer à ce jeu-là. Triangle dramatique dans lequel les meilleurs joueurs, mais vraiment les meilleurs, sont les pervers narcissiques. Voilà. Ils incarnent les rôles à la perfection. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je vous laisse avec la suite de notre vidéo. N'hésitez pas à nous faire un petit retour. Et si vous vous reconnaissez, je vous invite à nous le partager. Après ces brèves explications particulièrement intéressantes, le prof était très intéressant. Le prof était très intéressant.
va en expliquer un peu plus de choses et passer au côté plus théorique et pratique surtout de ce qu'est le triangle de Karpman. Donc dans le triangle de Karpman, comme vous l'a expliqué l'aparté, il y a 3 positions. Ces 3 positions sont la victime, le bourreau ou le persécuteur et le sauveur. Et en fait, quand on rentre dans ce triangle relationnel, donc avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs autres ou même seul avec soi-même, on ne peut pas tenir une position. On va forcément tourner de position. C'est un jeu dans lequel, un peu comme la roue du hamster, on va faire que tourner en fait. C'est ça. Donc on a décidé de prendre chaque position et de vous dire un petit peu la phase visible, les expressions, la façon de se comporter. Ouais. La phase invisible. Qu'il y a derrière pour, si vous le repérez, que ça vous donne, que ce soit plus facile du coup de ne pas y rentrer dans la place qui vous sera demandé de jouer en face. C'est vraiment comme une scène de théâtre sur laquelle on vous invite ou vous invitez les autres à jouer ces personnages, la victime, le bourreau et le sauveur. Exactement. On commence par lequel? Eh ben, on va peut-être commencer par celui que la majorité des gens ont plus de facilité à vouloir incarner, le sauveur. Ah, le sauveur. Oui. Non, j'avais pensé presque la victime, ce sera le deuxième. En général, on n'a pas envie d'être le bourreau. On l'est toujours, mais on n'a pas envie de l'être. Mais c'est vrai qu'une majorité de personnes va avoir facilité et à entrer dans le rôle du sauveur. On peut le voir par exemple, et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, les personnes qui ont eu l'occasion de se faire accompagner en thérapie et qui ont compris ou on leur a expliqué qu'ils avaient ce qu'on appelait le syndrome du sauveur. C'est ce côté un peu de vouloir à tout prix être présent pour les autres et à vouloir sauver l'autre à tout prix, et ça vient beaucoup se jouer dès l'enfance. C'est un syndrome que les enfants vont avoir dès tout petit, c'est propre à l'instinct de survie, et ils vont l'avoir avec leur figure parentale, avec leurs parents, avec ceux qui leur fournissent la sécurité, et du coup c'est quelque chose qu'on va avoir dès tout petit. C'est tous les bébés, tous les enfants vont avoir ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Donc c'est quelque chose vraiment dans lequel on va rentrer dès le départ, qui va s'estomper avec le temps ou qui va s'intensifier. Ouais. Alors le sauveur, il va se présenter un peu de la façon suivante, c'est que dès qu'on va lui exprimer quelque chose, il va vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il va tout de suite vous donner des conseils. Exactement. À ta place, j'aurais fait ça. C'est quelqu'un aussi qui va avoir, peu importe ce que vous lui demandez pas souvent, qui va être très mal à l'aise avec les inconfortable avec les émotions, surtout les émotions dites négatives, la colère, la tristesse, la frustration. C'est quelqu'un, même s'il n'y a pas de demande, qui va vous proposer des solutions. Donc ça, c'est les choses qui sont visibles. C'est quelqu'un qui va être très à l'écoute, qui va faire attention, qui va avoir le souci du détail avec vous, qui va être capable de repérer si un jour vous lui dites « Oh, j'adore ce truc-là », il va le retenir. Ça va être le truc de « Je sais ce que cette personne aime ». C'est quelqu'un qui va vraiment être attentif aux détails, même les plus anodins, envers les personnes qui l'entourent et les personnes qu'il aime. Et son but, vraiment, le sauveur, c'est que les gens autour de lui soient heureux, qu'ils soient bien. Parce que, comme tu l'as dit, ils ne sont pas à l'aise avec la souffrance. Pas du tout. Donc il se présente comme quelqu'un qui a toujours une solution. Donc c'est le super pote. C'est le super pote, c'est le super copain, c'est le super parent qui est toujours là à tel moment qu'on peut appeler à n'importe quel moment de la journée parce qu'on sait qu'il sera là. Et il répondra toujours oui à une demande. Ça, c'est la phase visible. Voilà, c'est le côté visible et on pourrait le dire un peu le côté aussi positif. Au premier abord, peut être très positif. Exactement. Dans les côtés, dans la phase invisible, la phase cachée. La phase cachée. Par exemple, le fait qu'il vous donne des conseils sans que vous les ayez demandés, il vous met à une place de victime. Donc quelque part, il vous infantilise, il vous empêche la réflexion, la décision, la responsabilité et l'erreur aussi. L'erreur presque quelque part, et il projette sur vous
ses façons de faire, ses valeurs, ses envies, ses qualités et ses défauts, quoi. Donc en effet, on peut le voir par exemple dans les personnes qui vont avoir du mal à déléguer, qui vont avoir du mal à accepter que ce soit fait différemment de ce qu'ils ont décidé, de ce qu'ils auraient fait eux. Donc c'est des personnes qui en effet vont en faire un maximum, quitte à en faire trop. Souvent c'est ces personnes qui vont, et vous pouvez le voir, et peut-être ça va vous parler, qui vont finir ou en dépression ou en burn-out, enfin surtout en burn-out, parce ils en ont fait trop. C'est des personnes qui ont besoin de montrer qu'ils savent faire, qu'ils sont capables, qui sont indispensables en quelque sorte, au détriment de leur santé, parce que du coup ils s'épuisent, et c'est des personnes qui peuvent se faire manipuler, parce que justement ils sont toujours là pour dire oui, alors que c'est pas forcément bon pour eux. Dans ce côté désagréable, et en tout cas dans la face cachée, c'est des personnes qui vont vraiment avoir du mal à accepter qu'on fasse différemment, Ouais. que ce soit pas comme ils l'avaient décidé. Ils vont prendre les décisions à la place des autres. C'est ça. C'est toutes ces choses qui font qu'ils vont vous placer en victime ou en bourreau. Ouais, exactement. Ils vont vous projeter à ces places-là. On a tous cette sensation-là quand par exemple vous êtes en train de faire quelque chose et que l'autre vient vous prendre, je sais pas, vous êtes en train de cuisiner et l'autre vient vous prendre des mains le truc en vous disant c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça. Cette infantilisation dans laquelle on se retrouve, de je suis pas capable de, ou dans le côté bourreau, je fais mal, tu fais mal, c'est pas correct ce que tu fais. C'est là où il nous place en intégrant le jeu sous la forme du sauveur. Donc en effet, ça peut être très étouffant. Tu peux le voir aussi avec les parents. Les parents qui vont étouffer leurs enfants par le fait de tout gérer pour eux. Le côté, et vous pouvez le retrouver dans une des précédentes vidéos qu'on a faites, qui est hyper intéressante, sur la notion d'intimité. Un parent sauveur, c'est un parent qui va empêcher, malgré lui, ça reste inconscient, à son enfant d'avoir sa propre intimité, de se casser la figure, de tester des choses. Il va tout cadrer, il va tout sécuriser pour qu'il n'arrive rien à son enfant et qu'il n'ait rien à faire. Donc on s'en voit bien comme l'attitude de vouloir sauver tout le monde peut très vite devenir une attitude de bourreau. En fait. Exactement. On va venir maintenant sur les expressions, comment reconnaître justement une personne qui est dans ce syndrome-là, qui est dans ce personnage du triangle de Karpman. Ce qu'on disait, tu vois, ce que je disais sur le côté tu devrais faire comme ça, tu devrais pas te laisser faire, tu devrais... Il y a beaucoup le tu devrais ou... Voilà, sans même que vous ayez rien demandé, par exemple, ils vont aussi projeter oh, t'es triste ou t'es en colère, ou ils vont projeter ce qu'ils peuvent percevoir de vous d'un mal-être, par exemple, l'étiqueter en quelque chose. Quoi. Ils prennent les décisions à votre place, en fait. Beaucoup dire je vais le faire. C'est ça. C'est beaucoup je fais. Je vais le faire pour toi. Je le fais pour si toi. tu veux, ouais, c'est ça. Ouais, ils vont même pas dire si tu veux, ils vont presque vous déposséder et le faire à votre place. C'est non, mais je vais le faire, là je m'en occupe. C'est ça. Ça, c'est le côté sauveur. Exactement. Dans le syndrome du sauveur, ou en tout cas dans le personnage du sauveur, désolée, je fais pas la distinction entre le syndrome du sauveur et le sauveur dans Karpman, parce que pour moi c'est la même chose. Mais du coup, le sauveur, il va aussi être très dans le donneur de leçons. Voilà. Et c'est justement intérieurement, dans ce triangle de Karpman joué seul avec soi-même, c'est cette partie-là de nous qui va dire tu devrais faire comme ça, tu devrais faire ça. C'est celui qui... Moi j'entends beaucoup le tu devrais, quoi. Ouais. La victime Exactement. Donc le personnage suivant, celui qui est le plus... qui est présent après le sauveur, en tout cas celui sur lequel beaucoup de gens vont s'identifier, c'est la victime. La victime. Donc la face cachée, la face visible, pardon, c'est quelqu'un qui présente une souffrance, qui présente une difficulté, qui présente quelque chose de difficile. Ouais, c'est quelqu'un qui va beaucoup être dans la vulnérabilité. Dans la vulnérabilité, dans la plainte. Qui va profondément manquer d'estime et de confiance et qui va avoir tendance à se minimiser. C'est ça. Voilà. Corporellement, ça va être quelqu'un qui pleure, ça va être quelqu'un qui souffre, ça va être quelqu'un qui
qui va pas bien, ça va être quelqu'un sur qui le sort s'acharne, ça va être quelqu'un qui souvent va activer les personnes sauveuses. Ouais. C'est-à-dire qu'un sauveur va avoir envie d'aller vers cette personne. On a envie d'aider la victime, on a envie d'être là pour elle. C'est vraiment une personne qui va inspirer, qui va amener de la compassion, une envie de bienveillance, une envie de protection. Voilà, on voit vraiment, la victime, elle se présente vraiment comme étant quelqu'un qui est fragile. C'est ça, donc dans la côté lumineux, on peut dire que c'est quelqu'un qui est à l'aise avec sa vulnérabilité. Oui, c'est ça. Maintenant, dans les côtés sombres ou dans les faces invisibles, c'est quelqu'un qui va exprimer le fait de n'avoir aucun pouvoir, comme si il était impossible pour lui de faire changer la situation. La situation s'impose à lui, il est une victime, mais il n'a aucune responsabilité, aucun pouvoir, aucune façon de faire. C'est quelqu'un qui doit faire pour lui. Justement, c'est là où il va vous projeter à une place de sauveur, c'est que vous devez faire pour lui. Parce que lui, il en est incapable. Lui, il en est incapable. Et comme tu le disais un peu juste avant, c'est quelqu'un qui va rejeter, projeter ses déresponsabilités sur les autres. C'est-à-dire qu'en effet, il y est pour rien. Tout le sort s'acharne sur lui. Les autres lui veulent du mal, ou la vie lui veut du mal. Il y a vraiment tout ce côté victimisation, mais finalement dans l'extrême, dans le je ne peux pas y arriver. C'est impossible d'y arriver. Donc, dans la face sombre, c'est quelqu'un qui va peu exprimer ses besoins. Ouais. Il va exprimer des difficultés, mais il va peu exprimer de besoins, il va peu exprimer clairement de limites. Parce que comme ça permet soit d'appeler le sauveur, soit de vous positionner en bourreau aussi. Exactement. Vous ne le comprenez jamais, le sort s'acharne sur lui, les gens devraient savoir que... mais il n'exprime pas clairement de besoins, de limites, de valeurs. Il n'exprime pas, justement, un peu comme on disait dans la vidéo, d'identité propre. C'est ça. C'est une personne aussi qui va prendre les solutions, les idées que vous allez lui proposer, mais qui va toujours trouver une raison valable de ne pas les accepter. De ne pas les mettre en place. De ne pas les mettre en place. C'est quelqu'un qui vraiment, et c'est inconscient, tient à son rôle de victime parce que ça lui donne de l'attention, parce qu'au moins il est reconnu, parce qu'au moins les gens sont attentifs à lui et prennent soin de lui. Donc il y a un grand besoin de reconnaissance derrière, mais on reviendra dessus. C'est vraiment, il va vraiment y avoir ce côté de prendre les conseils, dire ok, mais ne jamais les appliquer. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui va passer, qui va être dans l'action. C'est quelqu'un qui va, c'est quelqu'un qui va rester figé dans sa souffrance, dans son mal-être, et qui va considérer que peu importe tous les conseils qu'on pourrait lui donner, il n'y en a aucun qui marche. Et il n'y en a aucun qui peut marcher. Même si ces conseils marchaient, il ne les mettrait pas en place parce que pour lui, ça ne peut pas marcher. Il ne peut être qu'une victime. D'ailleurs, dans son expression, justement, dans les mots qu'il va utiliser, on va souvent entendre le « oui, mais ». Exactement. Quand on va lui proposer quelque chose, par exemple, ça va toujours beaucoup être « oui, mais ». C'est pas si facile, j'ai déjà essayé, c'est compliqué, oui mais c'est de la faute de telle personne ou de telle situation. Mais c'est pas de ma faute. C'est toujours de la faute de l'extérieur. C'est ça. Dans ces phrases-là, il y a aussi c'est la faute des autres. C'est ça. C'est de la faute d'un bourreau. Et il faut un sauveur pour le sortir. Exactement. Et les bourreaux, c'est le reste du monde. Donc il y a vraiment ce côté de déresponsabilisation qui joue beaucoup chez les victimes, quoi. Pour faire un petit aparté justement sur ces deux positions, sauveur et victime, mon interprétation, ça n'engage que moi, c'est que pourquoi on choisit ces rôles-là? Parce que ça permet justement de ne pas être le bourreau. Donc ça permet quelque part de rester dans un côté blanc et lumineux des choses. Un sauveur et une victime, c'est un gentil quelque part, c'est pas quelqu'un de méchant. Donc quelque part, parce que je n'accepte pas mes parts d'ombre, mes possibilités d'être méchant, je vais me bloquer dans ces rôles-là, comme ça, je suis sûr d'être le gentil. C'est exactement ça. C'est des gens qui ne sont pas à l'aise avec leur vulnérabilité profonde, leurs ombres, et qui vont du coup se cantonner ou essayer de se bloquer dans ces rôles-là pour justement être les bons. Ouais. Voilà. Et ça renvoie justement au dernier côté, le bourreau.
Et le bourreau, c'est l'un des personnages qu'on souhaite le moins incarner. On assume le moins. Ouais. On assume le moins, mais c'est un fait. On a tous une part de nous qui est bourreau. Et quand on est dans le triangle de Karpman, on devient bourreau à un moment. Donc le bourreau, ça va être cette personne sur la face visible qui va être très jugeante, qui va être beaucoup dans le reproche, faire des remarques désagréables aux autres, qui va être très cassant et qui va être plutôt vraiment dans la présentation, dans l'expression. C'est quelqu'un qui va être relativement froid, qui va pas être dans l'émotionnel du tout. C'est quelqu'un qui se cache de ses émotions, qui veut pas accueillir ses émotions et qui va plutôt être dans la facilité d'exprimer la colère. Et c'est quelqu'un qui est dans l'expression qu'il est meilleur que les autres. Oui, c'est vrai. Il est meilleur que les autres. C'est celui qui sait, c'est vraiment celui qui est meilleur que les autres et les autres sont un peu inférieurs à lui. C'est souvent, on peut le voir et vous le remarquerez, des personnes qui par exemple vont être très haut placées dans une entreprise et qui vont avoir tendance à écraser les autres pour réussir. Ou même un collègue qui va écraser pour réussir. C'est des personnes qui vont être qui vont se laisser croire, et c'est là où on arrive dans la partie cachée du bourreau. Donc en face visible, c'est quelqu'un qui paraît être sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, qui va être tranchant, cassant, qui va être dur avec les gens, très dur avec les gens, et qui va rarement montrer de la bienveillance, qui va rarement montrer de la gentillesse, qui va être plutôt ferme et plutôt dans la colère et dans le désagréable des choses. Et la face cachée. La face cachée, ça va être justement le côté de... Il va omettre certaines choses, certaines chances qu'il a eues, certains aspects positifs qu'il a eus, pour ne pas dévaloriser justement la soi-disant force qu'il possède. Ça va être les gens qui vont vous dire justement, par exemple, ouais, les gens ils ont qu'à se forcer s'ils veulent un travail pour réussir, ils vont être très cassants sur ce genre de choses, en oubliant que peut-être eux ils étaient dans une situation familiale, environnementale, qui les a un peu favorisés en fait. Donc ils vont un peu justement omettre tout le favoritisme qu'ils ont pu avoir pour conserver un peu ce côté je suis fort, je suis solide, c'est grâce à moi, j'ai beaucoup de pouvoir. Ils vont omettre un petit peu ce côté-là. Ouais. C'est dans cette face cachée aussi, c'est que ce sont des personnes qui ont un manque d'estime d'eux énorme. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait voir de la face visible, en fait, dessous, derrière le masque du bourreau et de la personne dure et de la personne qui est dans le pouvoir et dans écraser les autres pour réussir, parce que le bourreau, c'est vraiment cette notion-là, c'est « je suis le meilleur », et bien en fait, c'est « je me sens inférieur et je suis tout petit, mais je veux pas qu'on le voit ». Il rejette justement ces côtés vulnérables en lui, quoi. Voilà. Ce côté fragile. Exactement. Il n'accepte absolument pas ses fragilités. Il n'accepte pas la tristesse, la faiblesse. Il n'accepte pas la faiblesse, il la rejette complètement et il va être encore plus dur avec ceux qui vont la présenter. C'est-à-dire qu'il va vraiment être d'autant plus cassant avec les victimes, avec les sauveurs aussi. C'est vraiment quelqu'un qui va rejeter les émotions des autres. C'est là où il peut justement vous pousser à une place de victime en disant mais toi t'es pas capable, mais toi c'est trop dur pour toi, t'es pas capable de le faire, t'as pas ce pouvoir là, t'as pas cette intelligence, t'as pas cette intelligence que j'ai, t'as pas les formations que j'ai, t'as pas tout ça. T'es personne, t'es tout le temps en train de te plaindre, t'es tout le temps en train de pleurer, alors que peut-être juste vous avez exprimé quelque chose qui vous appartient sans demander de sauveur. Lui il va se mettre à cette place de bourreau pour ne pas être le sauveur aussi. Exactement. Et dans les phrases, dans les expressions que va avoir le bourreau, c'est les fameuses phrases que tu donnais.
Et il y a vraiment ce côté de je suis meilleur que toi. Ce côté cassant, quoi. Ce côté cassant. On le retrouve même dans la société, tu vois. Oui. C'est tout ce qui est très jugeant. Oui. Tu vois, les étrangers, les femmes, Ouais. qui dévalorisent, qui a besoin justement de dévaloriser certains individus ou certaines communautés Pour se sentir supérieur. plus fort, quoi. Exactement. Mais ils rejettent, voilà, à l'intérieur de lui, c'est parti victime, c'est parti fragile, sensible, quoi. fragile, sensible, vulnérable. C'est ça. Par exemple, il va vous dire des trucs de je suis pas une fiotte. Il va diminuer les fragilités des autres, quoi. Exactement. Je crois qu'on a exprimé un peu ce qu'était chaque personnage. Maintenant, on va partir sur le côté un peu plus général des choses pour expliquer comment se présente tout ça et sachant qu'on joue tous ce truc-là. On le joue tous. Avec les autres et avec nous-mêmes, on le joue tous à un moment donné parce que ça existe en nous, ces trois parties. Et il y a forcément des moments où on va les jouer. Donc on ne stigmatise pas plus un qu'un autre. Tout le monde les joue. Et la meilleure façon justement de sortir de ce jeu-là et de ne pas projeter les autres à ces places-là, c'est de les observer et de voir qu'on se met à les interpréter, quoi. C'est pour ça qu'on vous donne les tips de comment je peux identifier quand je suis ça. Comment je peux identifier quand je suis bourreau, c'est quand je commence à être très jugeant et à dire ouais mais ils sont nuls, ouais mais machin, ouais mais trucs, de rabaisser ce que vit quelqu'un. Sauveur, c'est de dire il devrait sans qu'il ait exprimé de besoin. Et le victime, le côté je suis maudit, personne ne vit ce que je vis, j'ai vraiment la malédiction suprême, c'est la faute des autres, j'ai aucun pouvoir, voilà. Aucune responsabilité dans on le dans fait les tous, choses. On le fait tous. Ça nous arrive tous. Et en effet, donc là on parlait de ce triangle de Karpman dans nos relations extérieures, mais il faut toujours se rappeler que nos relations extérieures sont le reflet de nos relations intérieures avec nous-mêmes, et que du coup ce triangle de Karpman, on va le jouer même avec nous. C'est pour ça qu'il disait qu'on a tous ces rôles-là, on joue tous ces rôles-là à l'intérieur, on a tous une part de nous qui est bourreau, on a tous une part de nous qui est victime, on a tous une part de nous qui est sauveur, et c'est la place qu'on leur donne qui va être impactante dans notre quotidien et dans notre interaction avec les gens. Et en effet, on va jouer ça avec nous-mêmes. Comment justement, est-ce que tu peux donner quelques exemples de c'est quoi ce sauveur intérieur, c'est quoi cette victime intérieure, c'est quoi ce bourreau intérieur? Tu vois, comment on le voit avec soi-même? Comme je le disais, c'est quand on va se tomber par exemple dans un moment à dire je peux rien y faire, j'ai pas de pouvoir, le sort s'acharne sur moi, que je rentre en termes de victime, dans les côtés négatifs justement, sans identifier mes besoins, mes limites, mes émotions, mes responsabilités, sans prendre ma place quelque part entière, juste à me cantonner à cette place de victime. Le côté sauveur, c'est justement cette partie qui va dire tu devrais faire comme ça, tu devrais faire ça, qui va quelque part donner des solutions sans avoir écouté aussi de la même façon les besoins, les limites, les valeurs et ce côté-là. Et puis le bourreau de la même façon en fait. Moi je crois que ça revient toujours un peu au même, c'est-à-dire on peut avoir des difficultés, on a tous des difficultés, mais d'accepter de voir derrière ces émotions difficiles, ces difficultés, ce qu'il y a en fait, quel besoin, quelle envie, quelle attente, quelle valeur et bousculer derrière ça. C'est important de savoir demander de l'aide par exemple, on l'a déjà dit, mais c'est demander de l'aide, c'est peux-tu m'aider à faire ça par exemple? Oui. Et de laisser la liberté à l'autre d'accepter ou de ne pas accepter. Il n'y a pas un chantage à l'acceptation par exemple. Exactement. Ça ce serait un côté victime qui place l'autre en sauveur, et s'il refuse, il le met en bourreau. C'est vraiment de reprendre sa responsabilité et son entièreté, c'est moi entier qui interagit avec un autre entier, qui a aussi des côtés lumineux et des côtés plus sombres, quoi. Donc vraiment ce côté-là. Vraiment, comment ne pas être un sauveur? Parce qu'un sauveur, il a des qualités d'empathie, de conseil et autres. Comment ne pas être un sauveur? C'est de s'écouter, vérifier justement s'il y a une demande derrière l'expression d'une fragilité. S'il n'y a pas de demande, il n'y a personne à sauver en fait. C'est de vérifier. Comment je peux t'aider? Si on peut dire un bon sauveur, j'aime pas forcément un bon sauveur, mais une personne qui va être
dans un soutien qui va être sain et qui va pas être dans un sauvetage extrême qui peut devenir destructeur et infantilisant et amener de la souffrance à la personne, à l'autre. C'est par exemple, ça peut paraître tout bête, mais quand vous sentez qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, de lui demander qu'est-ce que je peux faire, et pas de trouver une solution à la place de la personne. Parce qu'encore une fois, si vous trouvez une solution à la place de la personne, c'est une solution qui est bonne pour vous. Mais du coup, vous ne prenez pas en considération la personne qui a besoin d'aide. Donc la meilleure façon d'être juste dans l'aide à quelqu'un, c'est de lui demander en quoi je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi, de quoi tu as besoin, pour que la personne puisse vous dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de silence, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, j'ai besoin que tu m'expliques, enfin j'ai besoin que tu fasses ça, 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 mais de toujours demander à la personne qui est en fragilité de quoi elle a besoin. Parce que sinon, ça vous place dans un truc de j'ai la solution pour toi et finalement d'étouffement et d'infantilisation. Dans le côté bourreau, c'est de pouvoir, et là ça peut être dur pour certaines personnes, c'est déjà de manière générale d'accepter qu'il y a une part de vous qui est bourreau à l'intérieur de vous. Vous allez l'être avec vous-même dans ce côté de non mais je suis qu'une merde, je suis pas capable, de toute façon je fais n'importe quoi, je passe mon temps à m'auto-saboter, de toute façon je sers à rien. Tout ce côté un peu syndrome de l'imposteur qui va se présenter parfois, où vraiment on va se dénigrer, on va s'auto-flageller de l'intérieur. Voilà, notre bourreau intérieur c'est vraiment celui qui s'auto-flagelle de l'intérieur et on a tous cette petite voix douloureuse qui vient nous en foutre plein la figure. Cette place, elle a justement un côté positif, c'est qu'elle a une vraie capacité de passage à l'action. Oui. Elle a une vraie capacité d'action, de force, d'énergie. Elle a cette capacité-là. Alors que la partie victime a une forte capacité, elle, à l'émotionnel, à la vulnérabilité, à la fragilité. Donc en fait, quelque part, il faut non pas rejeter ces parties-là en disant « moi je les ai pas », mais plutôt tirer le meilleur de chacune et trouver un équilibre entre toutes ces parties-là, quoi. Dans le côté victime, y a ce non-passage à l'action qui fait qu'on va s'empêcher de faire des choses en se disant oui mais j'ai pas eu le temps, oui mais il y a eu ça, oui mais il s'est passé tel truc, oui mais c'était pas le moment. S'empêcher de passer à l'action, s'empêcher d'assumer les responsabilités de ses comportements ou de ses actes et les projeter sur les autres. D'être un enfant, quoi. Ouais, de rester un enfant. C'est ça. Exactement. D'être un enfant. Alors un enfant, c'est ça. Si on compare la victime à un enfant, il y a des très bons côtés, la créativité, l'émotionnel fort, etc. Il y a des très mauvais côtés, la gestion de la frustration, les caprices. Il y a ces côtés-là aussi. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir vous autoriser à voir quand vous rentrez dans ce triangle parce que vous y entrez forcément et de garder en mémoire que quand vous y êtes, vous allez forcément jouer les trois rôles à un moment. C'est obligatoire. La victime ne restera pas victime tout le temps. À un moment, elle va devenir son propre bourreau et elle va devenir bourreau des autres. Parce qu'en effet, une victime qui reste victime, elle va considérer que toutes les personnes qui lui donnent des conseils et qui veulent l'aider, qui lui proposent des solutions, ne la comprennent pas. Parce que dans le fond, elle ne veut pas être comprise. Si elle était comprise, si elle était responsabilisée, elle serait plus une victime et c'est pas gérable. Une des choses importantes à savoir, c'est que ces trois personnages dans lesquels on va rentrer, dans lesquels on va se retrouver parfois en relation avec les autres, ils ont des points communs. Un des premiers points communs, c'est un manque d'estime énorme. Que ce soit le sauveur, que ce soit la victime, que ce soit le bourreau, ça parle d'un manque d'estime de soi immense. Oui, quelque part, si on a besoin de mettre un masque et de jouer un personnage, c'est qu'on n'aime pas celui qu'on est, quoi. Il y a une difficulté justement à aller voir ses blessures, je crois. Tu vois, mais ça va dans l'estime, quoi. Donc, dans le deuxième point commun qu'ont ces trois personnages, c'est un besoin de reconnaissance. Ça va avec le manque d'estime, mais c'est un besoin de reconnaissance. Du coup, on va incarner ces personnages, mais à l'intérieur de nous, ça crie « j'ai besoin d'aide ». C'est ça. Et quelque part, je te rejoins là-dessus, sur le côté, on va préférer jouer un personnage, justement sur le côté reconnaissance. Peut-être dans les expériences qu'on a eues, ou tiens,
qui je reconnais le plus. Celui qui justement est fort au-dessus des autres, voire même un peu cassant, celui qui sauve tout le monde au détriment de lui-même, fort sacrificiel, ou celui qui est en souffrance permanente, quoi. Et on va un peu préférentiellement, je pense, choisir ce côté un peu reconnaissance, l'exemple qu'on a eu ou l'exemple qu'on valorise autour de nous. Oui, et j'allais dire un autre truc que j'ai oublié encore. Oh non, oh non, t'es parti trop loin. J'ai oublié, attends, c'était quoi? C'était encore un point commun entre les trois. Manque d'estime, besoin de reconnaissance. Et, ah oui, chose hyper importante, c'est un système de protection. Voilà, c'est un système de protection qui a été mis dans l'enfance face à des situations douloureuses, face à de la souffrance. Donc, comme tu l'as dit, c'est des masques, c'est un système de protection qui a été mis malgré soi, mais pour survivre en quelque sorte, pour faire face à la souffrance qu'on a pu vivre étant enfant. Une personne qui va rentrer dans le syndrome du sauveur, de la victime ou du bourreau, c'est pas une personne affreuse, machin, même dans ses pardons, c'est pas quelqu'un d'horrible et tout ça, c'est un système de protection. Un peu comme les attachements, c'est un modèle interne qui s'est mis en place et qui a semblé être une solution et on la reproduit encore et encore et encore. Et en effet, l'une des meilleures manières de se détacher de ce système de protection, c'est de prendre conscience que ce système a été utile à un moment pour l'enfant que vous étiez, l'adolescent que vous étiez, mais qu'aujourd'hui l'adulte n'a plus besoin de ce système et qu'il peut prendre sa responsabilité de faire de sa vie quelque chose de différent de ce qu'il a vécu par le passé. Donc c'est là où aussi on vous invite, au-delà d'avoir repéré dans quel cadre vous êtes le sauveur, le bourreau, la victime, de pouvoir prendre du recul, en sortir et de ne pas hésiter à vous faire accompagner par un thérapeute pour vous défaire de ce triangle de Karpman, parce que parfois ça demande d'être aidé. Parce que quand on est pris dans ce triangle, on s'en rend pas forcément compte et ça peut aller très loin. Non, c'est très inconscient. Ouais. Et dans tous les cas, autre point commun qu'il y a entre ces trois personnages, et c'est pour ça que tout à l'heure on prenait la métaphore du triangle des Bermudes, ce triangle est un triangle destructeur. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux dans lequel on va entrer et dans lequel on va se détruire et détruire les autres quand on y est. On n'est plus du tout en relation, on est dans ce jeu justement où on essaye de convaincre les autres que notre place c'est celle-là et que la leur c'est celle-là. On n'est plus sur le problème ou sur la difficulté, on est vraiment sur une guerre quelque part où on fait tourner les autres et on tourne soi-même à des places comme ça. On essaye de le convaincre que non, il est cette place-là et moi j'ai cette place-là. Et ça marche pas en fait. Et puis il y a une notion d'identification. Quand on est dans ce triangle depuis très longtemps, de par notre enfance, notre adolescence, des traumatismes, des blessures, plein de raisons qui peuvent faire qu'on entre dans ce triangle, on va tous y entrer à un moment, à différentes périodes, plus ou moins intensément, mais d'y être de plus en plus régulièrement et constamment nous déconnecte complètement de la réalité. C'est-à-dire que on s'identifie au personnage et on va voir les choses au travers de ces personnages. Une personne victime ne verra que ce qui peut la victimiser encore plus. Elle ne verra pas les choses positives, elle verra que les choses qui montrent qu'elle est victime. Un bourreau, il ne verra que les choses qui montrent qu'il est supérieur aux autres et que les autres sont nuls, qui ne sont pas intéressants. Un sauveur, il ne verra que les choses qui sont en lien de où est-ce que je peux apporter mon aide, où est-ce que je peux sauver, et il ne verra pas le reste. Donc il y a vraiment une perception des choses qui est aussi complètement faussée. Quelque part, il omet 2/3 de la réalité. Exactement. Et c'est vraiment comme la roue du hamster en fait. Ce truc tourne tant que vous l'alimentez en fait, tant que vous courez à l'intérieur. Donc déjà d'arrêter d'observer que c'est en train de se jouer, c'est déjà pouvoir se dire ouh attends, j'arrête. Déjà vous allez économiser de l'énergie à ne plus le nourrir. Parce qu'en effet c'est un triangle destructeur, mais c'est aussi quelque chose qui prend votre énergie et l'aspire complètement. Bah oui. Donc, à alimenter un truc qui sert à rien. Exactement. Donc de ne pas hésiter à vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin pour sortir de ce triangle et enfin être dans des relations et avec les autres et avec vous saines. Parce qu'encore une fois,
la relation que vous entretenez avec les autres et les rôles que chacun joue, c'est le reflet de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Il y a toujours une notion d'effet miroir. Donc, d'observer si par exemple vous êtes toujours entouré de personnes qui vous en foutent plein la figure. Demandez-vous, mais à quel point ce bourreau intérieur prend toute la place dans ma perception de moi? Pourquoi j'ai besoin de me faire jouer la victime ou pourquoi j'entretiens encore ces non-relations sur cette forme de jeu-là? Pourquoi j'ai besoin de ça en fait? On a toujours une responsabilité en fait. Voilà. Pourquoi, par exemple, chez le sauveur, pourquoi je suis entourée de personnes qui vont tout le temps me demander de l'aide et à qui je vais toujours dire oui? À quel point ça montre que moi j'aimerais être sauvée. Chez la victime, c'est la même chose. À quel point d'observer toutes les personnes qui se victimisent autour de vous, à quel point ça vient chercher un truc de victimisation interne, de vulnérabilité. Donc en effet, plus vous allez être alerte sur ça et plus vous allez pouvoir en observant l'extérieur, réaliser que ce qui se joue à l'extérieur se joue à l'intérieur de vous, plus vous allez pouvoir avoir un impact sur ce qui joue à l'intérieur. Parce que l'impact sur l'extérieur, vous ne l'aurez pas tant que vous n'aurez pas fait quelque chose à l'intérieur de vous. On ne peut pas changer les choses à l'extérieur. Par contre, c'est notre façon de les vivre qu'on peut changer. Et ça a un impact sur l'extérieur au final. Donc voilà. On était bon pour cette vidéo. Voilà, ça a on été, attend vos questions, oui, on attend vos commentaires, on attend vos partages, vos likes, vos abonnements. Oui, voilà. Tout à fait. Et je crois que c'est tout. Si tu avais quelque chose... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, j'ai pas quelque chose à rajouter. Et ben moi non plus, je crois que j'ai pas quelque chose à rajouter. Alors prenez soin de vous. Et surtout, des bisous. Vous avez vu, j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Moi aussi, j'avais vu. Il est beau. Coupe de cheveux. Des bisous. Bisous.